Et si le destin d'un peuple tout entier se jouait sur un seul mot, lancé face à la foule rassemblée sous un ciel implacable? Rendez-nous l'eau! Ce matin-là, Traoré avance vers le barrage, entouré d'une marée humaine venue de tous les horizons. Paysans, étudiants, maires, militants. L'espoir et la fatigue se lisent dans chaque regard. La presse internationale s'est déplacée, tout comme quelques diplomates venus surveiller, inquiets, ce face-à-face inédit. Le silence est tendu, prêt à se briser. Imaginez, la terre du Burkina Faso, fendue comme une peau sèche, s'étend à perte de vue sous la morsure du soleil. Les puits sont vides. Les femmes patientent des heures pour remplir un minuscule seau. Les enfants traversent des villages entiers, pieds nus, à la recherche d'une simple gorgée d'eau claire. Chaque jour, la sécheresse et la pauvreté pèsent sur les épaules de millions de Burkinabés, grignotant l'espoir et la santé. Mais, dans cette soif partagée, une colère nouvelle commence à bruisser. Un homme va oser ce que nul n'aurait imaginé. Ibrahim Traoré. Il a 37 ans et sur ses épaules repose le fardeau d'un pays meurtri. Instabilité, faim, attaques armées, méfiance de l'Occident. Il fait que l'avenir du Burkina se joue sur une injustice criante. Le barrage de Bagré, construit sur la terre de ses ancêtres, est confisqué depuis plus de 30 années par un consortium européen. Ces sociétés étrangères fixent les prix, exportent l'électricité, verrouillent l'accès à la ressource la plus précieuse, l'eau. Traoré s'arrête devant le béton massif qui barre la rivière. Sa voix porte, grave et vibrante. Il proclame « L'eau du Burkina n'appartient à personne d'autre qu'à ses enfants ». Il annonce la nationalisation immédiate de toutes les infrastructures hydrauliques. D'un geste décisif, il signe le décret devant les caméras du monde entier. Son cri fend l'air, aussi puissant qu'un coup de tonnerre. « Rendez-nous l'eau !» Comment une telle confrontation est-elle devenue inévitable? Pour comprendre l'audace de cet instant, il faut remonter le fil du temps, jusqu'aux origines de cette lutte silencieuse. Avant d'en arriver à ce cri historique, le Burkina Faso a traversé des décennies de combats silencieux, de promesses déçues et de résistances oubliées. Revenons sur le chemin qui a mené Traoré à défier l'ordre établi. En un éclair, la foule bascule dans l'histoire. La dignité, la souveraineté, l'espérance d'une nation entière se jouent sur ce geste. Reprendre l'eau, c'est défier l'Europe et ses intérêts. C'est risquer, sanctions, isolement, peut-être pire. Mais c'est aussi redonner à l'Afrique la maîtrise de son avenir et offrir un exemple à tous ceux qui refusent la privatisation de la vie. Pourquoi, au Burkina Faso, l'eau profitait-elle à d'autres peuples alors que ses propres enfants mouraient de soif? Cette question ronge chaque goutte versée sur la terre craquelée, chaque puits tari, chaque famille contrainte de quitter ses champs. Pour saisir la profondeur de cette injustice, il faut remonter le fil de décennies de domination étrangère, où l'or bleu du Burkina fut confisqué, marchandé, trahi. Comment le pays en était-il arrivé là? La réponse tient dans des contrats signés il y a des décennies, parfois sous la menace, souvent dans la confusion de l'instabilité. Ces accords liaient le Burkina Faso pour 50, parfois même pour 90 ans, imposant des conditions iniques qui enchaînaient son avenir. Les clauses, parsemées de pièges, laissaient la mainmise étrangère décider de la gestion, de la tarification et même du contrôle des infrastructures hydrauliques. Les Burkinabés étaient ainsi dépossédés de leur droit le plus fondamental, choisir leur destin. Le barrage de Bagré, vaste forteresse de béton sur le fleuve Nakambé, incarne ce néocolonialisme. Construit dans les années 90, il fut financé à grands frais par la France, puis cédé à un consortium européen dont les profits primaient sur le sort des Burkinabés. Le résultat fut implacable. Les prix de l'eau imposés aux agriculteurs locaux étaient tout simplement inabordables. Pendant que des familles luttaient pour irriguer leur culture ou abreuver leur bétail, des millions de mètres cubes quittaient chaque année le pays, vendus à vil prix, enrichissant d'autres nations. La soif s'installait dans les villages alentours, transformant ce qui aurait dû être une source de vie en instrument de soumission. Pour saisir l'ampleur de cette dépossession, il faut se souvenir que dans de nombreux pays africains, de telles situations se sont reproduites. Au Mozambique, par exemple, dans les années 2000, l'eau de la capitale Maputo fut privatisée par une entreprise étrangère qui fixa des tarifs inabordables pour les quartiers pauvres. Des émeutes éclatèrent, des familles furent contraintes de s'approvisionner dans des eaux insalubres, provoquant des épidémies de choléra.
En Afrique du Sud, la lutte pour l'eau à Soweto reste dans toutes les mémoires, quand les habitants durent se battre contre la pose de compteurs d'eau prépayés imposés par une multinationale britannique. Revenons à Bagré. Sur les rives du fleuve Nakambé, des villages entiers furent déplacés lors de la construction du barrage. Les promesses de relogement et d'accès à l'eau ne furent que rarement tenues. L'agriculture familiale, pourtant pilier de la subsistance, fut délaissée au profit de grandes exploitations exportatrices, souvent détenues par des intérêts étrangers. La dépendance alimentaire s'aggrava, renforçant la vulnérabilité du pays face aux aléas climatiques. La question était simple, brutale. Continuer à subir un système qui condamne toute une nation à la dépendance, ou bien défier l'ordre établi, quitte à provoquer la fureur des anciennes puissances. Laisser couler l'eau entre ses doigts ou la reprendre coûte que coûte. Chaque jour d'attente apportait plus de souffrance, plus de migrants, plus de voix perdues dans l'injustice. Mais briser ce cercle vicieux, c'était s'exposer à des dangers immenses, économiques, diplomatiques, peut-être même militaires. Face à cette réalité, la colère couvait, grondait, se changeait en volonté. Parmi ceux que l'injustice dévorait, un homme allait s'imposer, Ibrahim Traoré. Géologue de formation, il connaissait la valeur inestimable de l'eau, essentielle à la dignité et à la survie de son peuple. Dès son arrivée au pouvoir, il a hérité d'un système verrouillé par des intérêts étrangers, où chaque solution semblait barrée par l'inertie ou la menace. Mais avant d'affronter l'orage, il fallait comprendre les racines du mal. D'où venait cette dépendance mortifère ? Et quel risque pesait sur celui qui comptait briser ses chaînes? Pourtant, face à l'urgence, face aux yeux des enfants qui tendaient la main vers une eau inaccessible, Traoré comprit que l'attente n'était plus possible. Pour la première fois depuis des générations, un président burkinabé s'apprêtait à oser l'inimaginable, défier les puissants, rendre espoir à tout un peuple et peut-être inspirer un continent. Jusqu'où peut-on aller pour restaurer la justice ? Quand tout un système fait bloc contre vous. Ce matin-là, brûlant sous le soleil, la foule s'amasse devant le barrage de Bagré. Paysans, étudiants, militants, des centaines de Burkinabés serrent les dents. Les diplomates européens, figés au premier rang, scrutent la scène. L'air vibre de tension. Aujourd'hui, tout peut basculer. Face à la foule et aux caméras du monde entier, il attaque les accords iniques signés jadis avec le consortium européen. Ces contrats, nés de la pression et du mépris, ne valent rien. Ils symbolisent un néocolonialisme qui piétine notre dignité. Aujourd'hui, je les dénonce et je les invalide. Ibrahim Traoré, entouré de ses plus proches conseillers, monte d'un pas ferme sur la tribune improvisée. Sa voix est calme, mais le silence qui l'entoure est chargé d'électricité. Ici, la richesse côtoie la honte. Nous avons bâti ce barrage avec notre sang. Pendant plus de 30 ans, l'eau de notre terre a enrichi d'autres. Nos enfants, eux, ont connu la soif. Un frisson parcourt l'Assemblée. L'ambassadeur de France blêmit. Les autres diplomates s'agitent, inquiets. Mais Traoré poursuit, inflexible. Il annonce la signature immédiate du décret de nationalisation des ressources hydrauliques. Son conseiller ouvre une mallette, présente le document. Dans un silence absolu, Traoré signe. Les scellés présidentiels claquent. L'histoire vient de basculer. Aussitôt, la France et l'Union européenne réagissent avec fureur. Par communiqué, elles menacent le Burkina Faso de sanctions économiques, d'isolement, d'une rupture totale de coopération. Les médias étrangers dénoncent une provocation, parfois une folie. Le pays se retrouve seul, exposé à la tempête. Ce bras de fer ne fait que commencer. Pourtant, chaque victoire s'accompagne de nouveaux périls. Les autorités reçoivent des menaces chaque jour. Des rumeurs de coups d'État circulent, des groupes de déstabilisation s'agitent aux frontières, tandis que les réseaux sociaux se font l'écho d'appels à la révolte ou à l'espérance. Le pays entier vit suspendu à la moindre nouvelle. Mais sur le terrain, quelque chose d'irréversible s'enclenche. L'appui discret de la Chine et de la Russie se concrétise. Ingénieurs, matériel, conseils affluent en urgence. Les premiers robinets publics s'ouvrent dans les villages. Pour la première fois depuis des générations, l'eau coule librement. Les prix s'effondrent, les files d'attente disparaissent, la joie explose même dans les hameaux les plus reculés. Le Burkina Faso évolue désormais sur un fil. Jamais la souveraineté n'a coûté aussi cher, mais jamais elle n'a été aussi vibrante.
Le risque est immense. Sanctions, isolement, violence. Mais la foi populaire enfle à chaque goutte d'eau libérée. L'annonce de la nationalisation a retenti comme un coup de tonnerre dans la région. Mais alors que les regards se tournent vers Ouagadougou, Traoré doit affronter les premières conséquences concrètes de son geste. Que se passe-t-il lorsqu'un peuple prend enfin en main le contrôle de son destin? Au Burkina Faso, la réponse dépasse la simple récupération d'un barrage. C'est un basculement profond, un séisme dans l'histoire de la souveraineté africaine. Presque aussitôt, la riposte internationale s'abat. Des sanctions économiques sont décidées, les avoirs de l'État gelés dans les banques occidentales. Une guerre médiatique féroce s'engage. Ibrahim Traoré est caricaturé en populiste dangereux, en dictateur autocrate. Les menaces d'isolement pleuvent sur le Burkina Faso. Des centaines de milliers de personnes forment des chaînes humaines autour des barrages, des hôpitaux, des bâtiments publics. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de citoyens veillant nuit et jour circulent et galvanisent l'opinion. Jamais le pays n'avait connu une telle mobilisation, ni dans les rues, ni sur Internet. Sur le terrain, pourtant, la société ne cède pas. Au contraire, elle se ressaisit, s'organise, s'inspire ouvertement de l'exemple de Thomas Sankara. Les Burkinabés lancent le protocole Sankara, surveillance populaire renforcée des frontières, comité citoyen de protection des infrastructures vitales, plateforme numérique d'alerte et de transparence. Le complot s'effondre, neutralisé par la lumière et la vigilance populaire. L'armée, exposée devant toute la nation, refuse de tirer sur le peuple. Dans la capitale, une marée de drapeaux rouges, verts et or envahit les places. Les slogans fusent « L'eau, c'est notre vie ». Dans l'ombre, la tentation du coup d'État refait surface. D'anciens officiers, soutenus par des intérêts étrangers, espèrent profiter de cette période d'instabilité. Mais cette fois, la transparence change la donne. Chaque rumeur de putsch est immédiatement relayée à la population. Traoré, fidèle à sa doctrine de débat public, convoque un forum national retransmis en direct où toutes les voix peuvent se faire entendre. Mais rien n'est gagné. Chaque jour, le pays vacille sous la pression étrangère. À tout moment, le Burkina Faso peut s'effondrer, asphyxié par les sanctions et la peur, ou s'ériger en symbole irréfutable de dignité retrouvée et de démocratie directe. La doctrine de Traoré s'impose alors. Souveraineté sur l'essentiel, transparence absolue, gestion locale confiée à des techniciens, loin des calculs politiciens. Plusieurs pays voisins, fascinés par cette résilience, envoient des délégations pour étudier le miracle burkinabé. Au cœur de la tempête, une question persiste. Et si, à travers cette lutte pour l'eau, c'était toute l'Afrique, et peut-être même le monde, qui était en train de réinventer sa souveraineté? Mais pour comprendre pleinement ce qui se joue, il faut revenir au point de départ, l'acte de rupture qui a tout déclenché. Comment un simple barrage a-t-il pu bouleverser l'ordre établi? Dès les premiers jours, les villages ont vu la différence. Des dizaines de milliers de familles accèdent enfin à l'eau potable. Les longues files aux puits se sont réduites et les enfants, libérés des corvées d'eau, retrouvent le chemin de l'école. Hier encore, l'idée semblait utopique. Aujourd'hui, elle s'impose. Le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, a repris le contrôle de ses eaux. Les sceptiques prédisaient l'effondrement. La réalité a vite déjoué leurs pronostics. Les indicateurs de santé publique ont basculé. En moins de 12 mois, la mortalité infantile liée aux maladies hydriques a été divisée par 2. Les hôpitaux, autrefois débordés par le choléra et la typhoïde, reprennent leur souffle. Dans les champs, la maîtrise de l'eau déclenche un miracle silencieux. Les récoltes de mil, de maïs et de riz doublent parfois. Les femmes, gestionnaires de l'eau au quotidien, deviennent des artisanes centrales de cette mutation profonde. Le vent du changement franchit vite les frontières. Au Mali, au Niger, au Sénégal et au Ghana, de jeunes dirigeants s'inspirent de la doctrine Traoré et lancent des réformes audacieuses. Un nouveau front africain pour la souveraineté sur les ressources vitales s'organise. La vague gagne le globe. Sur les réseaux sociaux, le mot dièse « Eau pour tous » fédère des voix d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie. Des cortèges solidaires réclament une gestion collective des ressources naturelles. ONG, syndicats et mouvements étudiants rejoignent le combat burkinabé. Face à la pression populaire, les géants privés de l'eau reculent.
Même le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, longtemps partisans de la privatisation, révisent leurs dogmes. Les clauses de contrôle étranger sont remises en cause dans de nombreux pays du Sud. Mais la réussite du Burkina Faso ne repose pas seulement sur la nationalisation des infrastructures. Elle tient à la formation de milliers de techniciens et à la transmission du savoir-faire local. Des réseaux communautaires gèrent l'eau avec transparence et respect de l'environnement. Au cœur de cette révolution, une évidence, l'eau n'est pas une marchandise, mais un bien commun. Sa gestion collective est la clé de la dignité et de la survie des peuples, aujourd'hui et demain. La question demeure, la révolution commencée au Burkina Faso tiendra-t-elle face aux forces qui cherchent déjà à la renverser? Car dans l'ombre, de nouveaux acteurs se préparent à riposter. Pourtant, l'équilibre reste fragile. Si ce modèle échoue ou est détourné par de nouveaux intérêts privés, les espoirs de millions de personnes pourraient voler en éclats. Mais s'il résiste, la gouvernance mondiale des ressources essentielles pourrait s'en trouver bouleversée pour toujours. Lorsque l'eau change de main, c'est tout un peuple qui renaît. Mais derrière cette renaissance, une question demeure. Pour quels biens essentiels seriez-vous prêt à vous battre? L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas simplement celle d'une victoire symbolique. Elle incarne la certitude que, même acculée, une nation peut briser ses chaînes en reprenant la maîtrise de ce qui la fait vivre. Ses ressources vitales, trop longtemps accaparées par d'autres. En reprenant le contrôle de l'eau, Traoré n'a pas ouvert qu'un barrage. Il a ouvert une brèche dans l'ordre mondial. Soudain, le peuple burkinabé s'est retrouvé face à sa propre histoire, maître de ses fleuves et de ses choix, pour la première fois depuis plus de 50 années. Le monde entier a retenu son souffle. Certains ont vu une menace, d'autres un espoir. Mais la victoire n'est jamais totale. Dès que l'eau coule à nouveau pour les Burkinabés, d'immenses forces se dressent pour reprendre la main. Pression diplomatique, représailles économiques, campagne de désinformation, la riposte est féroce, à la hauteur de ce qui se joue. Car ce n'est pas la propriété d'un simple barrage que l'on dispute ici, mais le droit même d'un peuple à choisir sa destinée, à préférer la dignité à la dépendance. Ce combat n'est pas isolé. Partout sur la planète, des communautés voient l'essentiel leur échapper. L'eau, la terre, l'air, l'énergie, accaparés par des multinationales opérant dans l'ombre, souvent avec la complicité de dirigeants soumis ou corrompus. À chaque fois, ce sont les plus vulnérables qui en payent le prix fort. Familles expulsées, enfants assoiffés, villages entiers réduits à l'exil ou à la survie. La question n'est plus de savoir si ce combat est juste, mais si nous sommes prêts à l'agrandir, à sortir du silence, à bâtir une solidarité active. Car ce qui se joue, bien au-delà du Burkina Faso, c'est l'avenir de notre humanité commune. La capacité de refuser la marchandisation de la vie et d'exiger la gestion collective de ce qui est vital. Face à ce choix, nul ne peut rester spectateur. Vous qui entendez cette histoire, vous êtes déjà concernés. À chacun de décider, subir la privatisation ou prendre part à la reconquête de l'essentiel. Le récit s'achève, mais l'appel demeure. Et vous, qu'êtes-vous prêt à défendre quand l'essentiel est menacé? Demain, ce pourrait être votre rivière, votre forêt, votre air qui seront menacés. La solidarité entre peuples n'est plus une idée lointaine, elle devient une urgence. À Ouagadougou comme à Paris, à Bamako comme à Marseille, c'est la même soif de justice qui nous anime. Ibrahim Traoré et son peuple ont ouvert la voie, mais ce n'est qu'un début. Les obstacles seront nombreux, les menaces constantes, les tentatives de division permanentes. Pourtant, un peuple uni autour de ses biens communs peut soulever des montagnes et faire jaillir la vie là où régnait la sécheresse. Pour approfondir la réflexion, observons quelques exemples historiques de lutte pour le contrôle de l'eau et des ressources vitales, afin de comprendre en quoi l'expérience burkinabé s'inscrit dans un mouvement mondial. Mais comment concrètement réussir une telle transition vers la souveraineté sur l'eau? Le cas burkinabé fournit plusieurs pistes pratiques. Ces exemples montrent que la lutte du Burkina Faso n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une tendance globale, celle des peuples qui refusent que l'essentiel soit géré par des logiques de profit. De l'Inde à l'Argentine, des communautés rurales et urbaines s'organisent pour défendre une gestion publique, transparente et participative de l'eau. Un autre exemple frappant, en Afrique du Sud, après l'apartheid, la privatisation de l'eau à Johannesburg a conduit à des coupures massives dans les quartiers les plus fragiles.
Les citoyens se sont mobilisés pour exiger la gratuité d'un volume vital minimum et pour protester contre les compteurs prépayés. L'affaire a été portée devant les tribunaux, qui ont fini par reconnaître le droit à une quantité d'eau gratuite pour chaque être humain. Pensez à la guerre de l'eau de Cochabamba en Bolivie au début du XXIe siècle. Là-bas aussi, le gouvernement avait concédé la gestion de l'eau potable d'une grande ville à une multinationale étrangère. Rapidement, les prix ont été multipliés par 3, rendant l'accès à l'eau impossible pour les familles les plus pauvres. Les habitants se sont organisés en comités, ont manifesté des semaines entières jusqu'à reprendre le contrôle du réseau. Cette victoire a inspiré un mouvement mondial pour le droit à l'eau. La Bolivie est même devenue le premier pays à reconnaître l'eau comme droit fondamental dans sa constitution. Premièrement, il est essentiel d'organiser des formations massives pour les techniciens locaux. Cela passe par la création d'écoles spécialisées dans la gestion de l'eau, l'hydraulique et la maintenance des infrastructures. Le Burkina Faso a lancé des partenariats avec des universités africaines, mais aussi avec des ONG internationales qui ont apporté leur expertise gratuitement. Ces formations ont permis de réduire la dépendance aux ingénieurs étrangers et de favoriser l'emploi local. Deuxièmement, le pays a mis en place des comités citoyens de gestion de l'eau. Dans chaque village, une assemblée se réunit chaque mois pour surveiller la qualité de l'eau, contrôler les dépenses, choisir les priorités d'investissement. Cette transparence a permis d'éviter le détournement des fonds et de restaurer la confiance, notamment là où la corruption avait fragilisé le secteur public. Troisièmement, le Burkina Faso a adopté des lois très strictes sur la protection de la ressource. Il est désormais interdit d'exporter de l'eau brute sans autorisation de l'État, et des quotas annuels sont fixés pour l'irrigation industrielle. Des sanctions sévères frappent les pollueurs et ceux qui tentent de spéculer sur la distribution. Cette législation s'inspire des meilleures pratiques observées dans les pays d'Amérique latine, où la gestion communautaire a fait ses preuves. Quatrièmement, la population a été sensibilisée à l'importance de l'économie d'eau. Des campagnes de communication, des concours scolaires, des journaux muraux et des radios communautaires expliquent comment préserver chaque goutte. Par exemple, dans le village de Pau, une initiative a permis de récupérer l'eau de pluie pour arroser les potagers collectifs, doublant la production maraîchère sans puiser dans les nappes phréatiques. Cinquièmement, le Burkina Faso a misé sur la coopération régionale. Des accords avec le Ghana et le Togo ont été signés pour échanger des techniques d'irrigation durable et partager les données sur les bassins versants. Cette diplomatie de l'eau a permis d'éviter des conflits frontaliers et de construire une solidarité qui fait souvent défaut ailleurs. Malgré ces avancées, les défis restent immenses. Les sanctions économiques ont provoqué une inflation galopante, forçant le gouvernement à subventionner les prix des denrées de première nécessité. Les attaques informatiques, orchestrées depuis l'étranger, ont tenté de désorganiser le réseau de distribution. Mais la résilience collective a permis de tenir bon. Pour renforcer cette résilience, des alliances inédites ont vu le jour. Par exemple, des collectifs de femmes ont créé des coopératives pour gérer les bornes fontanes et réinvestir les bénéfices dans l'éducation des filles. Des jeunes ingénieurs ont développé des applications mobiles pour signaler les pannes et organiser les réparations en quelques heures, là où il fallait autrefois attendre des semaines. La souveraineté sur l'eau, comme sur l'énergie ou la terre, s'acquiert rarement sans difficulté. Elle exige une mobilisation populaire, une vigilance de tous les instants et surtout un courage politique à toute épreuve. Le cas burkinabé inspire d'autres pays. Au Sénégal, la municipalité de Thiès a lancé un projet pilote de gestion communautaire des forages. Au Mali, des associations de jeunes militent pour la nationalisation partielle de l'électricité et de l'eau. À Madagascar, des villages isolés se sont équipés de puits solaires autogérés financés par des campagnes de microcrédit et la diaspora. Voici quelques pistes concrètes pour agir. Mais que pouvons-nous, à notre échelle, faire pour soutenir ces luttes et protéger nos propres biens communs? S'informer et sensibiliser. Lire, partager, débattre sur l'histoire de la privatisation de l'eau et des ressources naturelles. Organiser des projections, des conférences, inviter des militants ou des chercheurs à témoigner dans les écoles ou les associations. Soutenir les initiatives citoyennes. Signer des pétitions pour la gestion publique de l'eau. Participer à des collectes de fonds pour des projets de puits communautaires. Offrir ses compétences à des ONG ou à des réseaux de solidarité. Interpeller les élus locaux et nationaux. Exiger la transparence sur les contrats de délégation de services publics. Demander la publication des clauses. Réclamer la consultation des habitants avant toute privatisation.
Historiquement, la reconquête de ressources vitales s'est souvent heurtée à une forte résistance des puissances dominantes. Lorsque l'Algérie nationalisa son pétrole en 1972, elle subit un embargo technologique et le retrait brutal de l'expertise étrangère. Mais, à long terme, cette décision permit au pays de financer sa scolarisation de masse et de moderniser ses infrastructures. De même, la nationalisation du gaz en Bolivie a permis de doubler le budget de la santé en moins de 5 ans, malgré les menaces de représailles internationales. Créer des alliances, se rapprocher d'autres associations, syndicats, collectifs de quartier, pour organiser des campagnes communes et partager les bonnes pratiques. Consommer différemment, privilégier l'eau du robinet, réduire le gaspillage, soutenir les coopératives locales, refuser l'achat de bouteilles d'eau appartenant à des multinationales controversées, participer à la gouvernance locale, s'impliquer dans les conseils citoyens, proposer des solutions pour une meilleure gestion des ressources, surveiller les décisions prises par les autorités, défendre le droit universel à l'eau devant les tribunaux comme cela s'est fait en Afrique du Sud ou en Bolivie, soutenir les actions juridiques contre les entreprises qui polluent ou coupent l'accès à l'eau des plus pauvres. En mettant en œuvre ces actions, chacun peut devenir acteur de la souveraineté sur l'essentiel. Dans certaines écoles, on enseigne désormais l'histoire du barrage de Bagré comme un exemple de résistance. Les élèves apprennent à mesurer la qualité de l'eau, à surveiller la consommation, à réfléchir à des innovations pour préserver la ressource. Cette éducation populaire est un pilier de la résilience burkinabé. Revenons à l'histoire du Burkina Faso. Après la nationalisation, la vigilance de la population ne s'est pas relâchée. Au contraire, elle s'est renforcée. Des veillées populaires sont organisées chaque semaine autour des barrages, où l'on raconte l'histoire de la lutte, où l'on célèbre les victoires, mais aussi où l'on prépare les ripostes face aux menaces futures. Progressivement, de nouvelles générations de leaders émergent. Issus des milieux ruraux comme urbains, ils portent la mémoire de la lutte et la volonté de ne plus jamais céder l'essentiel. Parmi eux, des femmes ingénieurs, des agriculteurs innovants, des étudiants en droit, des journalistes d'investigation. La révolution de l'eau bouleverse aussi les mentalités. Les rapports entre villes et campagnes, longtemps marqués par la méfiance, s'apaisent autour de projets communs. À Ouagadougou, des plateformes numériques permettent de signaler en temps réel les coupures et de coordonner les réparations avec les villages voisins. Ce maillage social renforce la cohésion nationale. Un tel fonds pourrait financer la construction de puits, la formation de techniciens, la recherche sur les techniques d'irrigation durable. Il permettrait aussi d'aider les pays voisins en cas de sécheresse extrême, renforçant ainsi la solidarité régionale. À plus long terme, la lutte pour l'eau pose une question fondamentale. Quel modèle de développement voulons-nous? Un modèle fondé sur la marchandisation, où chaque goutte est un profit, ou un modèle fondé sur la solidarité, la préservation de l'environnement, le partage équitable? Sur le plan international, le Burkina Faso participe à des forums sur la justice climatique et la gestion des biens communs. Ces délégués plaident pour une réforme du droit international de l'eau, afin de garantir à chaque peuple le contrôle de ses ressources. Ils proposent la création d'un fonds africain pour l'eau, alimenté par les contributions volontaires des diasporas et par les taxes sur les exportations de matières premières. Évidemment, les puissances étrangères ne restent pas inactives. Elles tentent d'infiltrer les réseaux sociaux, de propager de fausses informations, de discréditer les dirigeants africains. Elles misent sur la division, espérant opposer les régions, les ethnies, les classes sociales. Mais l'expérience du Burkina Faso montre qu'une vigilance citoyenne, alliée à la transparence et à l'éducation, permet de déjouer ces tentatives. La question de l'eau rejoint ainsi celle de l'énergie, de la terre, de la santé, de l'éducation, autant de biens essentiels menacés par la logique du profit. Les choix faits aujourd'hui au Burkina Faso sont regardés de près par d'autres peuples. Au Mexique, des communautés indigènes luttent pour reprendre le contrôle de leurs sources, accaparées par des producteurs de soda. En France, des collectivités comme Paris ou Grenoble ont remunicipalisé la gestion de l'eau avec succès, prouvant qu'une gestion publique peut être plus efficace, moins chère et plus juste. Même en Europe, la marchandisation de l'eau suscite des résistances. En Italie, un référendum historique en 2011 a conduit à l'abandon de la privatisation grâce à la mobilisation de 27 millions de citoyens. En Irlande, des manifestations massives ont fait reculer l'introduction de compteurs payants. Aussi, la prochaine fois que vous ouvrirez un robinet,
Que vous verrez un enfant s'abreuver à une fontaine, souvenez-vous du cri qui a retenti ce jour-là sous le soleil de Bagray. Rendez-nous l'eau. Car derrière chaque goutte, il y a une histoire de courage, de dignité, de solidarité. Pour conclure, retenons ceci. La lutte du Burkina Faso n'est pas seulement celle d'un peuple africain contre la domination étrangère. Elle incarne un espoir universel, celui de reprendre en main ce qui nous permet de vivre et de le gérer collectivement pour aujourd'hui et pour les générations futures. Et la question demeure, brûlante et inévitable, quels biens communs serons-nous capables de défendre, ensemble, lorsque l'essentiel sera menacé ?